Chers collègues, bonjour. Chose promise, chose due. Après l'oral d'histoire de lycée, voici l'oral de géographie de collège. Donc j'ai pris un peu de retard pour le faire, mais voilà, j'essaye de m'y tenir. Alors que ce soir il y a un match de foot, que je vais devoir me voir en replay et me coucher tardivement par votre faute. Donc j'espère vraiment que ça vous fera bien plaisir. Alors, je ne sais pas si j'ai fait mon petit placement de produit la fois précédente. Moi, je vous reconseille ce timer. Et on le met comme ça sur 40 minutes. Et c'est hyper visuel pour savoir le temps qui vous reste. Et moi, j'ai mis des petits traits. Là, par exemple, je savais qu'il fallait que je finisse mon intro. Là, ma partie 1, ma partie 2, ma partie 3, ma conclusion, ma transpo. Oui. Bon, moi, j'ai trouvé ça aidant. Ça marche bien pour les gamins. Donc, ça peut être multi-usage. Parce que ça coûte une blinde quand même. Voilà, il y a le timer. Deuxième chose, le jury va vous dire que vous pouvez prendre une bouteille d'eau pour boire. Prenez-la. Ça va vous faire du bien, vous ménager des pauses, de boire pour la boire. Et ensuite, pendant les 5 heures de préparation, moi j'ai tourné à 2 trucs, le Red Bull et les Schtroumpfs qui piquent. Voilà. J'ai bouffé des bonbons pendant 5 heures. C'est la base de mon alimentation et du Red Bull, donc du sucre, du sucre, du sucre. Ça me surexcite. Je prends jamais de Red Bull. Enfin, à part quand j'avais 20 ans en soirée. Mais depuis, j'en ai plus jamais repris. Et ça donne des petits coups de boost. Voilà. Bon, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais voilà, moi je prenais du sucre, du sucre, du sucre, du sucre et ça suffisait. Faut bien avoir conscience que de toute façon, pendant le temps de préparation, vous allez être dans une faille spatio-temporelle. Vous n'écouterez plus votre corps. Hein. Enfin, je pense que vous pouvez même le faire sans manger. Hein. Voilà. De toute façon, le matin, vous n'aurez pas grand appétit. Mais voilà, sachez que tout ça, c'est normal. C'est normal que vous ayez vraiment l'impression d'être dans un tourbillon. Et quand on va vous appeler, vous aurez l'impression que ça fait à peine 1 heure que vous planchez dessus. Voilà, c'est tout à fait normal. Bon allez, sans plus transition, du coup, je fais mon oral dans les conditions les plus proches de ce que ça a été. Là aussi, j'ai pu récupérer mon PowerPoint, mes brouillons. Alors juste j'ai récupéré le PowerPoint, mais pas la version finale. La version finale avec la transposition didactique est restée à Chalon où elle a dû être supprimée. Donc du coup, j'ai juste pris en photo là le croquis que j'ai sur mon brouillon. Et puis, je vous improviserai une transposition avec les restes, je pense, des idées que j'avais. Il me semblait que ma transposition de géographie était moins dégueulasse quand même que celle d'histoire que j'avais vraiment faite en freestyle. Alors, ils vous disent que la transposition, il ne faut pas la négliger, patin, coup fin. Bon. Déjà, moi, dans tous les oraux que j'ai vus, j'ai pas vu une bonne transposition. Moi, je pense pas en avoir fait une seule sur mes deux sujets. Bon, peut-être qu'effectivement, ça vous fait vous distinguer par le haut. Mais en tout cas, si votre transposition elle est pourrie, c'est pas éliminatoire. Voilà, sachez-le. Bon, allez, je procrastine là parce que j'ai pas envie de le faire. Mais il va bien falloir. Allez, let's go. Mer et océan, des milieux fragiles, exploités et protégés dans un monde mondialisé. Ce sera le sujet de notre étude avec une transposition didactique et pédagogique adaptée au niveau de 4e. Dans le poème « L'homme et la mer » qui trône parmi les premiers poèmes des Fleurs du Mal, Charles Baudelaire écrit « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Il voit dans cette mer le révélateur, le miroir de l'homme. Les spécialistes de l'origine de l'espèce humaine et de la chaîne d'évolution qui la précède voient d'ailleurs dans la mer notre lointain berceau, bien avant que les premiers mammifères n'arpentent les continents. Ici, la mer et les océans ne seront pas le décor de notre récit, mais les personnages. Ces espaces seront pris dans leurs identités multiples, c'est-à-dire à travers ce qu'ils ont de commun, mais aussi d'unique. Le lien entre humanité et mer au sens large, c'est-à-dire des espaces maritimes, est donc consubstantiel. Comme le chantait un autre poète, ce n'est pas l'homme qui a pris la mer, c'est la mer qui a pris l'homme. Les mers sont des milieux, tout d'abord du point de vue étymologique, car elles sont au centre, elles sont au milieu. Mais cette notion même de milieu traduit une vision subjective.
car un milieu géographique, c'est-à-dire des caractéristiques naturelles, sociales, économiques et culturelles, qui présentent une certaine homogénéité. C'est ça, un milieu en géographie. Donc cela sous-entend de mettre de côté des différences pour ne se focaliser que sur les similitudes. Ainsi, un milieu est toujours, au sens large en géographie, l'association d'un milieu physique et d'un espace humain. Ici, ce n'est pas tant le milieu marin, au sens du milieu dit naturel qui nous intéresse, que le milieu maritime que nous allons étudier. C'est-à-dire un espace, un territoire, même un méritoire, pourrait-on dire, approprié et aménagé par l'homme. La question nous invite à voir en quoi ces milieux sont fragiles. Se pose la question de leurs ressources, plus ou moins renouvelables. Se pose la question ensuite de leur exploitation, à travers les ressources halieutiques, mais aussi à travers les hydrocarbures, entre autres, exploités dans les zones économiques exclusives, ou encore les flux qui les traversent et qui sont indispensables pour le commerce mondial. Enfin, ces milieux sont protégés. Le 14e objectif du développement durable explicite bien qu'il s'agit de conserver et exploiter de manière durable les mers et océans et les ressources marines aux fins du développement durable. En effet, ces milieux fragiles sont exploités et doivent être protégés car ils sont fortement impactés par les ou la mondialisation dont ils ont permis l'essor, mais qui vient en retour bousculer leurs équilibres. La spécificité des approches des géographes sur les mers et océans s'est construite avec l'affirmation d'un des principaux paradigmes de la géographie, c'est-à-dire les relations humain-milieu. À partir des années 40, les premiers travaux se focalisent sur les activités, et notamment la pêche, à travers la figure de Douminge dans Géographie des mers. Dans les années 70, les géographes s'intéressent au transport et au port, à travers notamment la figure de Vigarier dans son ouvrage Port et commerce et vie littorale. Dans les années 80, l'analyse se diversifie, apparaissent de nouveaux enjeux comme le tourisme, les ressources ou les enjeux géopolitiques. Plus récemment se pose la question, en lien avec la géographie de l'environnement, de l'anthropisation des milieux naturels et la gestion durable des mers et des océans. En 2009, le Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges avait pour thème les géographes et la connaissance scientifique de la mer. Plus récemment, l'émission début 2022 Géographie à la carte sur France Culture s'intéressait à la géographie des fonds marins en prenant des questions d'actualité autour des projets de cartographie des espaces maritimes voulus par le président de la République. Mers et océans furent des questions au programme du CAPES et de l'agrégation de 2015, au programme de terminale depuis 2012 et au programme du collège depuis 2016. Nous nous demanderons en quoi la mondialisation tend à faire des espaces maritimes des territoires sources d'enjeux pour la maîtrise des flux, des ressources et leur conservation. Dans un premier temps, nous verrons en quoi il s'agit de milieux divers. Enfin, nous nous questionnerons sur l'appropriation des espaces maritimes par les sociétés, à travers cette notion de méritoire. Et enfin, nous questionnerons l'enjeu de la préservation des océans, et nous verrons s'il s'agit d'un outil de coopération internationale. Tout d'abord, la question des océans. Ce n'est pas pour rien que la Terre est surnommée la planète bleue, aux 3/4 recouverte d'océans, qui composent 97% de l'hydrosphère. Les surfaces maritimes représentent 361 millions de kilomètres carrés. Cet écart entre les mers et les continents est encore plus marqué si on considère le volume. En effet, les océans sont beaucoup plus profonds que les continents ne s'élèvent, et là, le différentiel de volume entre l'espace occupé par les océans et celui occupé par les continents va du ratio de 1 pour 14. Nous remarquons, en regardant cette carte
difficilement analysables, que les mers et océans sont nettement plus présents sur l'hémisphère sud que sur l'hémisphère nord. L'océan Pacifique, à lui seul, représente 50% du volume océanique, 30% pour l'Atlantique et 20% pour l'océan Indien. Tant que nous nous questionnons sur les volumes, le plateau continental et le talus continental ne représentent qu'à eux seuls 23% du volume d'eau, alors que 77% est occupé par les bassins océaniques, beaucoup plus profonds, mais peu exploitables, du moins au niveau des hydrocarbures, car la pêche, en revanche, y est tout à fait possible. Ces milieux dits naturels sont différemment anthropisés. Nous voyons sur cette photographie la question des éoliennes offshore. Façon de produire de l'électricité de manière durable, avec une acceptabilité sociale qui est plus facile que pour l'éolien terrestre, il est nettement plus coûteux et génère aussi des conflits d'usage. Nous pouvons le voir avec le bateau de plaisance ici et le bateau de croisière en arrière-plan, où finalement ces flux peuvent être gênés par la présence de ces éoliennes assez rapprochées et rarement très éloignées des côtes. Nous pourrions ajouter, ce n'est pas visible sur cette photographie, mais des conflits d'usage aussi avec les pêcheurs qui peuvent être gênés par ces éoliennes, même si paradoxalement l'anthropisation donc de ces espaces maritimes pour y construire des éoliennes peut servir aussi de refuge pour la biodiversité. Afin d'organiser cette anthropisation des mers, il a fallu se doter de normes internationales. C'est l'objectif de la création de l'Organisation maritime internationale à Londres dès 1948, marquant du coup, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la volonté de régenter la vie maritime, de se donner un code international commun. Et le fait que l'OMI soit basé à Londres n'est pas anodin quand on sait la puissance maritime qu'a été et qu'est toujours le Royaume-Uni et son importance dans le commerce international. Se pose, du fait de l'anthropisation, la question des acteurs et de ce que l'on appelle les gens de mer. Guy Baron, dans Habiter les navires, habiter la mobilité, en 2012, s'est attardé sur le questionnement de l'identité de ces gens de mer, avec une fierté de travailler le monde maritime, mais aussi une question particulière de la mobilité pour des gens en déplacement quasi permanent, et ce n'est pas anodin de associer les gens de mer à la notion d'habiter. Peut-on habiter la mer? Peut-on habiter le bateau de la même façon que le sédentaire habite sa maison? En règle générale, les gens de mer sont plutôt issus des classes sociales les plus défavorisées. L'Observatoire des droits des marins de Nantes montre qu'ils sont souvent victimes d'entorses aux droits du travail, et la Convention du travail maritime de 2006 peine à faire respecter les normes du travail les plus élémentaires sur nombre de pavillons. Les marins ont fortement décru dans les pays du Nord. Par exemple, en France, il y avait 20 000 marins en 1990 pour 14 000 en 2012. Cependant, il faut prendre de la distance par rapport à ces chiffres, car aussi il est possible qu'un certain nombre de marins français travaillent désormais sur des pavillons de complaisance, immatriculés donc dans des territoires qui ne sont pas comptabilisés comme des territoires français, mais finalement en travaillant dans des conditions à peu près similaires. En revanche, dans les pays émergents et les pays les moins avancés, le nombre de marins augmente fortement, et l'Asie à elle seule représente 82% des effectifs. D'après la FAO, il y avait 34 millions d'individus dans le monde travaillant dans le domaine de la pêche et 10 millions dans l'aquaculture en 2008. 4 ans plus tard, ils étaient déjà 39 millions dans la pêche et 19 millions dans l'aquaculture. Enfin, la question de l'anthropisation pose la question des îles artificielles. Est-il possible de construire de nouvelles îles, et auquel cas
de réclamer les zones économiques exclusives qui en résultent. Cependant, si ces territoires sont anthropisés depuis fort longtemps, ils sont inégalement intégrés à la mondialisation. Nous le voyons sur ces deux cartes. Les flux relient essentiellement trois espaces. L'Asie de l'Est, puis l'Amérique du Nord et l'Europe. Nous remarquons en revanche que l'Amérique latine, l'Océanie et l'Afrique sont extrêmement marginalisés de ces flux. Ces flux qui représentent 90% des transports de marchandises, les flux maritimes, et 90% des communications. Car ne l'oublions pas, la communication et Internet reposent sur un réseau très physique, très matériel de câbles sous-marins. Ces câbles sous-marins marginalisent l'Afrique et la côte pacifique de l'Amérique latine. Les mers intérieures peuvent être pensées aussi dans une logique de mondialisation, car elles permettent le méroutage, c'est-à-dire le transfert de remorques routières dans les navires, ou le RoRo, c'est-à-dire roll-on, roll-off, qui consiste finalement à transporter des camions de marchandises sans avoir à décharger la marchandise en soi. Nous voyons donc que s'ils sont diversement pratiqués et exploités par les humains, les espaces maritimes sont impactés et impactants pour les sociétés. Tous les États n'ont pas le même degré de maritimité. Un État enclavé aura peu de chances d'avoir un haut niveau de maritimité. En revanche, les archipels en auront un niveau bien plus élevé. Nous le voyons sur ce document, certains espaces, comme le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca, ici pour les hydrocarbures, sont des points de passage obligés, des lieux stratégiques. Ainsi, s'il y a des zones peu intégrées, au contraire, il y a des zones extrêmement intégrées. L'appropriation donc des espaces maritimes et la question des méritoires. Tout d'abord se pose la question de ces goulets d'étranglement. Goulets d'étranglement qui peuvent être naturels, dans le cas des détroits, comme celui de Malacca, au large de la Malaisie et de l'Indonésie, celui de Bab el-Mandeb, celui de Gibraltar ou encore celui d'Ormuz. Se pose la question des canaux artificiels, comme celui de Suez, reliant la Méditerranée et l'océan Indien, ou le canal de Panama, reliant l'Atlantique à l'océan Pacifique. Ces lieux sont des espaces stratégiques, sous tension mondiale. Le montre l'accident récent qui avait bloqué durant une dizaine de jours le canal de Suez et provoqué une mise à l'arrêt d'une partie du commerce mondial. Si nous voyons ici que le nombre de navires transitant par Suez et Panama tend à décroître, nous voyons en revanche que du fait du gigantisme des navires de commerce, le tonnage, lui, n'a pas diminué et s'est au contraire stabilisé, voire a augmenté. Nous voyons enfin, dans le graphique du bas, que les recettes générées par les péages sont extrêmement conséquentes, surtout pour des pays comme l'Égypte ou Panama, qui sont dans une situation quelque part de dépendance économique vis-à-vis de leurs canaux. Autre lieu stratégique, les routes maritimes. Nous pouvons passer ici à la route, le passage du nord-est ou le passage du nord-ouest, suivant que l'on passe par la Sibérie ou par les îles canadiennes, qui permettrait en distance de rapprocher la côte pacifique des États-Unis et l'Asie de l'Est. Nous le voyons ici, Los Angeles, Hong Kong, qui pourrait être parcouru en 11 000 km à la place de 21 000 pour New York, Hong Kong, et nous pourrions y rajouter 4 000 ensuite pour faire Los Angeles, New York.
mais qui, à l'heure actuelle, sont des routes extrêmement marginales et peu pratiquées. Néanmoins, le réchauffement climatique et la fonte de plus en plus précoce d'une partie de l'océan Arctique pourraient rendre ces routes intéressantes à l'avenir. Ces espaces, ces méritoires, lorsqu'ils sont réclamés par les États, peuvent être source de richesse, mais aussi de tension. En effet, chaque État peut réclamer jusqu'à 220 000 nautiques au large de ses côtes pour en exploiter les ressources, non seulement halieutiques, mais aussi minérales qu'il pourrait trouver dans son sous-sol. Coutances et Marignan n'hésitent pas à employer l'expression de « nouvel Eldorado » pour parler de ces zones économiques exclusives qui sont essentiellement possédées par une poignée d'États, les États-Unis, 12 millions de kilomètres carrés de ZEE, la France en deuxième position avec 10 millions de kilomètres carrés, l'Australie 9 millions, la Russie 8 millions. Cependant, toutes ces zones économiques exclusives ne présentent pas le même intérêt suivant leur degré de richesse et suivant la possibilité que l'on peut en avoir de les exploiter. Nous sommes ici en Méditerranée orientale et l'on voit que les gisements trouvés au large d'Israël ravivent des conflits préexistants entre Israël, le Liban, Israël, l'Égypte ou encore l'île de Chypre. Ainsi, il est rare que le partage des ZEE crée des conflits entre États ex nihilo, mais elles peuvent contribuer à raviver des tensions et voire être l'occasion de flambées de nationalisme, comme c'est le cas en mer de Chine, où 8 États se partagent le contrôle de cette ZEE. Car les ressources y sont abondantes. On estime que les réserves offshore d'hydrocarbures représentent 30% et 27% des réserves mondiales de pétrole et de gaz. Il y a aussi des nodules polymétalliques qui ne sont pas encore exploités, mais qui représentent des réserves de manganèse et de fer extrêmement conséquentes. La surexploitation d'ailleurs de certaines mers et de leurs ressources peuvent provoquer, dans certains cas, leur quasi-disparition, si l'on pense notamment à la mer d'Azov. En pensant aux menaces et à la surexploitation, nous pouvons nous poser la question de la durabilité du système mondial de pêche, quand nous savons qu'aujourd'hui 100 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année, et que parmi ces 100 millions de tonnes de poissons, 30% sont exploités au-delà du seuil de durabilité biologique et de renouvellement des espèces. Mais ce problème, qui est un problème mondial, est en fait créé par une poignée d'États. 5 pays, la Chine, le Pérou, l'Inde, les États-Unis et le Japon, représentent plus de 40% des prises, et 54% si on y ajoute l'aquaculture. L'aquaculture qui est un peu une fausse solution, puisqu'il faut plus de 1 kg de poissons sauvages pour nourrir 1 kg de poissons produits par aquaculture. Le contrôle de ces ressources halieutiques peuvent être des enjeux vitaux pour certains États, qui, parce que ce sont des États de moindre importance démographique, ne font pas partie des 5 pays précédemment cités, mais qui qualitativement sont extrêmement impactés par la question de la pêche. Nous pouvons penser à l'Islande, dont les fruits de la pêche représentent 60% des exportations, et qui n'a pas hésité à déclencher la guerre de la morue pour défendre ses réserves halieutiques, et dont la question de la pêche est en partie l'explication de son refus d'adhérer à l'Union européenne. Nous pouvons aussi penser aux îles Fidji, qui dépendent pour l'alimentation de leur population de leurs ressources halieutiques. Ainsi donc, qu'il s'agisse de l'exploitation des hydrocarbures ou des ressources halieutiques, se pose la question de la durabilité des ressources
durabilité impactante au niveau international, que ce soit sur les stocks de poissons ou sur l'exploitation des hydrocarbures et de leur contribution au changement climatique. La conférence de Montego Bay, en Jamaïque, a abouti à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dès 1982, qui est rentrée en vigueur dès 1994. Il a à ce jour été ratifié par 162 États, mais hélas, certains et non des moindres comme les États-Unis ne l'ont toujours pas ratifié et se refusent du coup à prendre des mesures contraignantes pour la protection de ces espaces. De nombreux enjeux menacent aujourd'hui les mers et océans. Tout d'abord, la question de l'acidification des océans. La Baltique a un pH de 7,6, le courant de la Californie a un pH de 8. Se pose aussi la question de la hausse du niveau des mers causée par la fonte des glaciers continentaux. Cette hausse du niveau global des océans est de 20 cm depuis un siècle et le GIEC estime qu'il devrait être de 20 cm à 1 mètre pour le siècle à venir. Ces incertitudes sont liées aux différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi au manque de connaissance des grandes masses de glace océanique contenues sur le Groenland et sur l'Antarctique occidentale. Nous voyons sur cette image aussi que un accident, ici en l'occurrence la plateforme pétrolière Deepwater Horizon au large des États-Unis, a des conséquences extrêmement fâcheuses et beaucoup plus impactantes quand elles ont lieu sur des espaces maritimes que sur des espaces continentaux. Déjà car il y est plus difficile d'agir. Ici, l'épandage involontaire de pétrole a duré plusieurs journées avant que la fuite puisse être complètement jugulée et a provoqué une perte marquée de biodiversité locale. Autre enjeu lié aux espaces maritimes, la question de la pollution, et notamment de la pollution plastique, avec cette expression apparue récemment d'un 6e continent, qui serait un continent de plastique, même si, contrairement à ce que cette photographie laisse voir, la plupart des plastiques présents dans l'eau sont des microplastiques, peu visibles à l'œil nu, mais qui ont des conséquences terribles pour la biodiversité. Ainsi donc, se pose la question de la protection de ces espaces. Nous avons ici une carte des aires marines protégées en 2019. Nous voyons qu'elles sont extrêmement marginales par rapport à l'ensemble des mers présentes dans le monde et qu'elles sont le fait, dans leur très grande majorité, des pays du Nord. Se pose donc la question pour les pays émergents et les PMA de la conciliation de leur développement économique avec la préservation de ces espaces qui, pour certains d'entre eux, sont à l'origine de leur développement. Enfin, concernant une menace qui, elle, est le fruit des hommes, plus que de la raréfaction des ressources, se pose la question de la piraterie. La piraterie n'est pas un phénomène récent. Cicéron, déjà, dans Officis, disait des pirates qu'ils étaient communis hostis hominum, c'est-à-dire les ennemis de tous ou les ennemis du genre humain. Il parlait ainsi des pirates d'Asie mineure, au sud de la Turquie actuelle, qui s'opposaient à la thalassocratie romaine et qui furent violemment réprimés par Jules César, lui-même ayant été dans sa jeunesse captif de ces pirates. Marcus Rediker, dans Pirates de tout pays, voit dans l'âge d'or de la piraterie une relation de cause à conséquence avec l'émergence de la première mondialisation. C'est en effet dans le cas de ce commerce triangulaire
qu'une piraterie endémique voit le jour dans l'océan Indien et dans la mer des Caraïbes, qui lutte contre cette mondialisation, contre la traite négrière. Et ainsi, nous voyons que essor de la piraterie et mondialisation semblent aller de pair. Mais de quelle piraterie parle-t-on aujourd'hui quand on parle de piraterie? Eh bien, ce sont généralement les zones grises de la mondialisation, celles situées à proximité d'États faillis, comme le Yémen ou la Somalie, ou d'États qui, par la taille de leurs archipels, comme l'Indonésie ou les Philippines, ont des difficultés à contrôler l'ensemble de leurs îles. Aujourd'hui, la piraterie se focalise essentiellement dans le détroit de Bab al-Mandeb, entre le Yémen et la Somalie. Cependant, cette piraterie est en baisse. On constate 569 cas d'attaques de pirates en 2011 pour 264 en 2013. Et elle y est bien moindre dans d'autres espaces, l'Indonésie, 100 attaques, le Nigeria, 82 attaques. Cependant, cette piraterie est mouvante. Elle se déplace, suivant les poches de pauvreté et la défaillance des États. Tout comme la Grande-Bretagne lors de la première mondialisation ou l'Empire romain dans l'Antiquité, cette piraterie suscite des réactions de la part des principales puissances. Nous pouvons penser à l'opération Atalante, menée par l'Union européenne et qui veille à lutter contre la piraterie justement au large du détroit de Bab el-Mandeb, ou alors l'Ocean Shield de l'OTAN basé à Bahreïn, ou la Combined Task Force des États-Unis. Enfin, la question de la préservation de ces océans peut être aussi le fruit d'une coopération internationale. Et là, nous pouvons nous appuyer sur le cadre du Conseil de l'Arctique, qui a réussi, sous l'égide notamment des Scandinaves, à faire collaborer des pays aux relations et au passé aussi difficiles que les États-Unis, le Canada ou la Russie. Ainsi, tous les États riverains de l'Arctique font partie de ce Conseil, avec un grand nombre d'observateurs permanents, comme la Corée du Sud, le Japon, la Chine, l'Union européenne, montrant que les enjeux autour de l'Arctique ne sont plus que des enjeux de voisinage, mais sont des enjeux mondiaux. Qu'il s'agisse du commerce international, que nous avons déjà abordé, ou de l'exploitation des ressources. Si ce Conseil de l'Arctique fut un formidable outil de coopération, il ne doit pas occulter le fait que aujourd'hui l'Arctique a tendance à se remilitariser et à devenir un point chaud des relations internationales. La volonté pour la Norvège et la Finlande d'intégrer l'OTAN ne devrait qu'accentuer cela. Et je le remarque ici, je vous prie d'excuser la confusion sur cette carte où la Suède a été... non, elle a été très bien placée. Excusez-moi, je m'embrouille. L'Arctique est extrêmement riche en ressources. Nous voyons ici une mine à ciel ouvert, avec tous les risques que cela comporte en termes de pollution, surtout dans un contexte de montée du niveau de la mer. Et cette caricature est intéressante car elle montre finalement cette volonté de s'approprier l'espace arctique, d'en faire des méritoires avec des sous-marins nucléaires. N'oublions pas que parmi ces puissances riveraines, il y en a qui ne sont pas des moindres sur le plan militaire. Et finalement, cette incrédulité de la biodiversité qui est menacée finalement par ce réchauffement climatique, matérialisé par ce soleil et cette fonte de glace, et dont semblent si peu se préoccuper ces sous-marins qui réclament cet territoire. Ainsi, les espaces maritimes sont souvent d'excellents moyens d'étudier des conflits d'usage, qu'il s'agisse de conflits entre États ou au sein même des États, des conflits entre l'exploitation des ressources, la préservation des environnements,
l'accessibilité de l'espace pour y faire transiter des flux. En conclusion, nous avons vu que les mers et océans jouent un rôle clé dans la mondialisation. Ils ont permis cette mondialisation, mais aujourd'hui, cette même mondialisation qu'ils ont favorisée les menace. Les menace en termes de surexploitation des ressources, en termes d'accès à certains espaces, comme les canaux, qui sont aujourd'hui au maximum de leur capacité. Et dès lors, se pose la question de la durabilité de ces espaces dans le cadre d'une coopération internationale apaisée. Nous allons maintenant traiter de la transposition didactique et pédagogique. Comme dit précédemment, les mers et océans, si ces espaces-là représentent un interro géographique évident et ancien, leur place dans les programmes est relativement récente. 2012 pour la terminale, 2016 pour le collège. Pourtant, si vous me permettez ce jeu de mots, ces espaces sont en quelque sorte un petit peu comme un grain de sel dans les programmes. Le sel à entendre comme un exhausteur de goût, souvent cela dépayse les élèves, éveille leur intérêt, mais aussi le sel en tant que conservateur, notamment pour sédimenter des notions, ici en l'occurrence la notion de mondialisation, qui est souvent associée et qui est une notion clé de géographie, notamment sur les programmes de 4e et de terminale. La mer soulève des questions. Elle soulève d'ailleurs plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais n'est-ce pas là le propre de l'enseignement, cette maïeutique socratique qui consiste à dire que la seule chose que l'on sait est que l'on ne sait rien, et que finalement, nous ne sommes pas tant là pour apporter des réponses à nos élèves que pour leur apprendre à se questionner intelligemment. La mer est à la croisée des disciplines. Elle invite par nature à travailler l'interdisciplinarité, notamment avec les collègues d'SVT, mais aussi de SES. Les mers sont un enjeu spatial de la mondialisation emblématique. On peut à travers elles aborder la question des transports, de la littoralisation, des ressources et des conflits d'intérêts, ou de leur fragilité et donc de leur nécessaire conservation. En troisième, le thème 2 consacre un chapitre à leur étude, le chapitre 2 intitulé « Les territoires ultramarins, une problématique spécifique » pour la troisième, ou en terminale, le thème 1 « Mers et océans au cœur de la mondialisation ». Cependant, ici, c'est bien en classe de 4e que nous l'étudions et que c'est pour la première fois, ces espaces sont étudiés en tant que tels par les élèves, même s'ils ont déjà travaillé sur les littoraux en 6e. Ici, l'étude de 4e se focalise sur les mers et océans. La méthode utilisée, alors là, je n'ai pas les documents, donc j'improvise, était de favoriser une pédagogie coopérative. Nous divisons la classe en 3 groupes, ayant 3 ensembles documentaires différents. Ainsi, cette pédagogie coopérative a pour intérêt de favoriser la mutualisation des compétences des élèves, de permettre une coopération multiforme entre eux, et des élèves ayant compris les enjeux, ayant compris des éléments clés des documents, peuvent les expliquer à leur binôme, si celui-ci est plus en difficulté, et laissent ainsi plus de temps à l'enseignant pour passer parmi les groupes et répondre aux besoins spécifiques des élèves les plus en difficulté. À partir de ces ensembles documentaires, les élèves devraient compléter par lignée, si nous avons une classe divisée en trois colonnes, chacun un espace de la légende. Ainsi donc, il y aurait un groupe de 10 élèves travaillant sur l'espace stratégique, sur lequel il leur faudrait extraire ces notions-là, puis les spatialiser. Ensuite, un autre groupe travaillerait sur la question des ressources. Et enfin, un troisième groupe travaillerait sur la question de leur préservation. Il pourrait être envisagé de donner à un binôme qui serait particulièrement en avance
un ensemble documentaire d'un autre groupe afin qu'il puisse réaliser les 2 éléments de la légende. Ensuite, ce croquis cartographique, ici fait à main levée, serait distribué avec un fond de carte propre et approprié aux élèves, en ayant soin avec eux de voir s'ils ne sont pas déstabilisés par la projection. Effectivement, nous ne sommes pas là sur la projection classique de Mercator, qui est peu efficiente pour traiter des espaces maritimes. Et donc, nous pourrions étudier finalement la compétence, se repérer dans l'espace, vérifier avec les élèves qu'ils arrivent à situer les différents océans, les différents continents. Nous travaillerions la capacité à pratiquer différents langages en revoyant les normes de cartographie, les océans en majuscules bleues, les continents en majuscules noires, du bon usage, du stylo, du feutre et du crayon, suivant ce que l'on veut signifier, et mettre en valeur dans son croquis. Bon, là il me reste 3 minutes. J'ai été un petit peu court sur la transposition didactique et pédagogique, mais c'est parce que, comme je vous l'avais dit, la version que j'ai là ne les contient pas. Donc, je vais maintenant vous donner les questions qui m'ont été posées par le jury et mes réponses. Et après, je fais un rapide débriefing. Existe-t-il des milieux naturels? Vous avez parlé de milieux naturels, est-ce qu'il existe des milieux naturels? Alors non, en France, du moins pour la France déjà, il n'y a pas de milieu naturel, si ce n'est la réserve de Lovitel, de seulement 600 hectares, qui n'est pas accessible aux humains. Et encore, cette réserve, nous pouvons considérer qu'elle subit quand même l'impact de l'homme. Nous remarquons aussi que même au Groenland ou en Antarctique, on retrouve des traces de pollution d'origine anthropique, du CO2, du plastique. Donc, un milieu naturel au sens strict ne me semble pas exister. Est-ce que vous connaissez un parc marin en France? Il y a les gorges de Bonifacio, au sud de la Corse. Et donc ce parc marin, il est entre la Corse et la Sardaigne. C'est un parc un peu particulier, international. Si vous en connaissez un, uniquement en France. Les Calanques, à Marseille. Alors les Calanques, c'est un parc qui est mixte, et terrestre et maritime. Est-ce que vous en avez un qui n'est que maritime? Je ne sais pas, pensez à une île. L'île de Ré. Alors, vous parlez de la notion d'habiter. Que signifie cette notion? Alors, cette notion qui a été travaillée par Lazzarotti, notamment, insiste sur la notion d'expérience. Montre que l'espace est vécu par les acteurs, avec leur subjectivité. Ainsi, Lazzarotti s'inscrit dans la phénoménologie d'Heidegger et voit en quoi finalement ce phénomène d'habiter est multiforme, même si, et en ce sens-là, Lazzarotti critique l'approche d'Heidegger. Dans un premier temps, nous avons eu tendance à nous focaliser sur la notion d'habiter par les sédentaires. Or, des marins, comme nous l'avons dit, peuvent aussi habiter leur espace. Et se pose dès lors pour ces marins la question aussi de se loger, de se déplacer, de leurs activités, du vivre ensemble. Globalement, cette notion d'habiter en géographie est très pertinente. Elle permet une approche du point de vue des acteurs très efficace pour les élèves, très parlante. Et c'est probablement pour cette raison qu'elle est présente tout au long du cycle 3. Vous parlez des îles artificielles. Qui aujourd'hui, en dehors des États, montre de l'intérêt pour les îles artificielles? Alors notamment les libertariens comme Elon Musk seraient intéressés pour créer effectivement une île artificielle, car se poserait alors au niveau du droit international la question, est-ce que une personne qui crée une île artificielle sur des zones internationales ne créerait pas un État? Et pour des raisons notamment d'évasion fiscale, nous comprenons tout l'intérêt que cela peut représenter pour certains libertariens. Mais encore, c'est d'un point de vue militaire. Est-ce que vous avez un exemple? Oui, les îles Paracel ou Spratly, dont nous avons parlé en mer de Chine. Ici, vous parlez de la conférence de Montego Bay. Qu'est-ce que la conférence de Montego Bay?
C'est une conférence qui a eu lieu en 1982 en Jamaïque, qui a été ratifiée par un grand nombre d'États, 162, mais à l'exception des États-Unis, et elle détermine ce que sont les ZEE. Elles permettent finalement le passage des espaces maritimes à des méritoires vraiment appropriés par les sociétés humaines. Pour parler des ZEE, qu'est-ce que c'est? Alors c'est ce qui suit les eaux territoriales, qui s'étend sur 200 000 nautiques, c'est-à-dire environ 320 km, mais il y a une possibilité au-delà de ces 320 km de l'étendre si il y a une extension du plateau continental, et donc si le niveau de la fosse océanique n'est pas trop profond. Quelle différence faites-vous entre une mer et un océan? Une mer est souvent une partie d'un océan, du moins quand ce ne sont pas des mers intérieures. Globalement, une mer, c'est une étendue d'eau salée qui peut être une fraction d'un océan, ou alors être donc une partie d'un océan, comme la mer des Sargasses, qui peut être bordière d'un océan, comme la mer de Bering, relativement isolée, mais néanmoins finement reliée à cet océan, comme la Méditerranée, ou alors complètement fermée, comme la mer Caspienne. Vous parliez d'un croquis, là, pour les élèves. Quelle différence faites-vous entre carte, croquis, schéma? La différence entre ces trois outils géographiques, c'est le niveau d'abstraction qui est demandé. La carte est ce qui demande le moins d'abstraction. Le croquis a tendance à simplifier certains tracés. Et le schéma, lui, comme son nom l'indique, est extrêmement schématique. Pourquoi avez-vous utilisé en accroche cette carte qui date des routes mondiales en 1940? Alors, c'était pour montrer finalement l'ancienneté des routes maritimes avant l'actuelle mondialisation, que l'on définit souvent comme étant postérieure à la Seconde Guerre mondiale. Mais très sincèrement, j'aurais préféré vous projeter une carte comme celle de l'émission que j'avais citée du Géographie à la carte, où l'on met en avant cette sorte de unique grand océan international et où les continents apparaissent vraiment comme quelque chose d'extrêmement marginalisé. Mais dans tous les documents à ma disposition, je ne suis pas parvenu à la retrouver. Alors, vous parlez de différentes mondialisations. Quand a eu lieu la première mondialisation? Alors, je dirais à la fin du XVe siècle, avec la mise en contact de tous les continents, notamment l'océan Atlantique, mais vraiment tous les continents et tous les océans, à l'exception bien sûr de l'Océanie, qui n'avait pas été encore découverte. Et sur ce, voilà, c'est toutes les questions que je m'étais notées sur le moment. Voilà, là je suis franchement pas très content de mon oral. Je l'ai trouvé un peu tout pourri. J'étais beaucoup plus fier de moi quand j'étais sorti à Chalon de mon oral de géographie. Mais peut-être aussi c'est parce que maintenant je connais ma note et je la connaissais pas sur le moment. Sur le moment, j'étais convaincu d'avoir réussi cet oral-là de géographie, alors que celui d'histoire, je pensais l'avoir raté. Celui d'histoire que je pensais avoir raté, j'ai pris 15. Celui-là que je pensais avoir réussi, j'ai pris 10. Donc voilà, pourquoi faire un oral, vous montrer un oral dont j'ai pris 10? Bien justement, pour que vous questionniez sur qu'est-ce que vous avez trouvé de plus faible dans cet oral-là. Est-ce que je suis passé à côté du sujet? C'est possible, hein, je fais souvent ça en géographie, j'ai quand même un peu plus de mal en géographie qu'en histoire. Bon, peut-être l'accroche était un petit peu trop originale. Quand une accroche un peu philosophique, c'était peut-être un peu osé de citer Renaud. Franchement, c'est pas l'homme qui a pris la mer, c'est la mer qui a pris l'homme à la grecque. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi citer Renaud? Pour ceux qui ont la référence, j'ai hésité. Mais je me suis dit, j'étais tellement stressé que je me suis dit c'était un petit peu comme brûler mes navires quand vous êtes Guillaume le Conquérant et que vous débarquez en Angleterre. Allez, t'as cité Renaud, donc maintenant il faut l'assumer.
si tu es excellent, tu peux t'offrir le luxe de citer Renault et, voilà, et ça passera. Voilà, c'est un peu ce que je me suis dit. Je me suis dit, allez. Et une fois que tu as fait ça, tu n'as plus à avoir peur de rien. Bon, ils y sont pas revenus ensuite dans les questions. Peut-être qu'ils n'ont même pas calculé. Hein. Mais voilà, sachez que je suis devenu agrégé en citant certes Baudelaire, mais surtout Renaud dans mon oral de géographie. Bon, j'ai pris 10, donc ça m'a quand même pas vachement porté chance. Voilà, bah écoutez, vous êtes des collègues, donc à vous de voir ce que vous pensez bien ou faible dans cette orale, dans ce plan surtout. Petit conseil, à Chalon, ils vous donnent que du papier brouillon coloré. Donc pour les croquis, c'est vraiment l'horreur. Voilà, vous n'avez pas le droit de croquis blancs, vous n'avez pas accès au fond de carte. Donc voilà, ça c'est vraiment, je trouve, une difficulté de l'épreuve. Mais du coup, il faut en avoir conscience. On ne pourrait pas faire de carte, à part à prendre une carte déjà faite, la projeter et dire voilà, je referai faire ça. Ce qui est peut-être pas plus bête, franchement. Parce que moi, je me suis fait ce croquis-là. Franchement, j'ai pas mis tout ce que je voulais. Donc j'ai ajouté là pendant mon oral. Alors je rajouterai aux élèves aussi de mettre tel figuré pour représenter telle chose qui se situe ici ou là. Bon, voilà. Mais en fait j'avais pris ce croquis parce que comme j'avais pas mal de repères de géographie physique, de spatialisation, je me suis dit peut-être qu'ils vont me demander de spatialiser certains éléments à partir de ce croquis et peut-être que je pourrais me défendre. Mais bon, j'ai été assez étonné. Vous voyez que dans les questions, ils ne m'ont rien demandé de localiser. Ouais, je pensais que moi, la géographie, il ferait un petit peu ça. En fait, vous avez vu, c'était des questions assez larges. J'avais fait des réponses très longues, en me disant que plus mes réponses étaient longues, moins le jury pourrait poser de questions. Mais peut-être que ça aussi, ça a agacé le jury. Voilà, peut-être qu'ils aiment bien quand on va à l'essentiel et qu'on ne noie pas le poisson, surtout quand on est dans un sujet mer et océan. Voilà. Donc après aussi, rétrospectivement, dernier conseil que je peux vous donner, si les questions mettent en difficulté, c'est bon signe. Moi, j'avais été beaucoup plus en difficulté sur les questions d'histoire que sur les questions de géo, alors que la note était meilleure. Et c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on fait la même chose. Un élève qui est bon et qui fait un bon travail, on lui pose des questions difficiles pour savoir si on lui met une bonne ou une très bonne note. Alors qu'un candidat qui a fait un oral plutôt moyen, bon, on lui pose des questions gentilles pour essayer de le sauver un petit peu. Mais voilà. Donc finalement, des questions difficiles, c'est à mon sens très bon signe, et donc ne vous démobilisez pas. Bon allez, sur ce, je ne sais pas combien de jours il vous reste pour vos vrais oraux. J'espère que ces 2 oraux refaits dans des conditions que j'ai essayé de faire le plus proche de ce que j'ai fait à Chalon ont permis de vous projeter. Donc vous voyez, ils sont totalement perfectibles. Voilà, c'est en 5 heures, je vous le répète, il n'est pas possible de préparer une bonne séance. Et c'est ce qu'on vous demande. Un exposé scientifique plus une bonne séance adaptée à des élèves. Donc voilà. Dites-vous que de toute façon, c'est pas possible de faire un oral génial. Donc essayez de faire un oral correct. Et il suffit de faire des oraux à peu près corrects pour être agrégé. Et c'est ce que vous visez. Donc voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Et ben voilà. Au revoir. Adieu même, je vous souhaite de ne plus me revoir sur cette chaîne parce que vous serez désormais agrégé et vous aurez autre chose à faire qu'aller voir les vidéos de Faisons cours. Je vous ferai peut-être juste une petite vidéo sur comment gérer l'annonce des résultats et l'après-agrég. Voilà, parce que ça aussi, on n'y pense pas beaucoup, mais on prend un petit coup à cette occasion-là. Allez, sur ce, bon courage pour cette ligne droite, je suis de tout cœur avec vous et banzai, faites-vous plaisir. Pas au point de citer Renaud, mais faites-vous plaisir quand même.